Europe 1. Stéphanie Demuru et vous. Merci de nous rejoindre sur Europe 1, il est 11h52. Europe 1 et vous, chers auditeurs, c'est votre émission. N'hésitez pas à venir réagir à 12h15. On parlera de cette polémique Barbie. Figurez-vous que le film, finalement, sera projeté dans sa ville, mais suivi d'un débat pédagogique. On verra ça avec vous, chers auditeurs, et puis avec notre invité Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia, qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphanie. On va évoquer avec vous aussi cette mobilisation. Alors, ces mobilisation, on peut se poser la question décemment, on n'est que le 18 août, on est encore un petit peu en vacances, on va en profiter, mais enfin tout de même, est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec un septembre un petit peu noir, un septembre social? Il y a cette mobilisation des agriculteurs qui pointe le bout de son nez déjà cette semaine dans le Bas-Rhin, mercredi, après, vous savez, ce retocage du Conseil constitutionnel de la loi Duplon. Il y a ce mouvement bloquons tout le 10 septembre qui inquiète déjà depuis plusieurs semaines. Et en plus, maintenant, il y a Jean-Luc Mélenchon qui en rajoute une couche. Il veut la censure de François Bayrou et puis il appelle à rejoindre ce mouvement. Clairement, Alexandre Malafaille, doit-on s'inquiéter sur un septembre très social ? Ah oui, le mois de septembre va être très social, très politique, sans doute très agité. Les conditions sont réunies. Alors, est-ce que ce sera un septembre noir au sens où tout se bloque et plus rien ne marche dans le pays? Je n'en suis pas encore là dans les analyses qu'on peut faire, mais il est vrai que quand vous additionnez l'intersyndicale qui va se réunir à partir du 1er septembre, le front uni de l'ensemble des partenaires sociaux qui veulent se voir pour prendre des positions, ça raconte quelque chose d'une forme de contestation, et eux ont des vrais moyens de bloquer à travers des appels à la grève. Donc là, on n'y échappera sans doute pas, compte tenu du fait que le Premier ministre a choisi de remettre encore sur le métier la question de la réforme de l'assurance chômage, avec évidemment un déclaratif qui est de dire il faudrait inciter les gens à mieux retrouver un job, mais en vérité, c'est sans doute pour faire encore des économies sur un système qu'ils considèrent comme étant pas suffisamment équilibré. Après, vous avez en effet cette espèce de mouvement qu'on peut assimiler finalement aux gilets jaunes. En tout cas, on verra ce que ça peut donner. En tout cas, qui s'apparente à un mouvement qui n'est pas contrôlé, alors qui veut être récupéré visiblement. Alors ça peut agir contre le mouvement lui-même, et parce que l'appel de Jean-Luc Mélenchon finalement à se joindre et à participer à cette dynamique peut être un véritable repoussoir pour une partie de ceux qui ont envie de contester, envie de faire valoir leur point de vue, envie de se mettre en travers d'une politique ou d'un budget qui annonce un certain nombre de coupes ou de difficultés pour les uns ou pour les autres. Mais cette mobilisation-là n'est pas évidente à cerner, pas en tout cas pour certains d'entre eux. Et puis les agriculteurs, évidemment, eux sont très mécontents, de fait. Enfin, en tout cas, une bonne partie d'entre eux, bien sûr, sur l'incohérence qui leur est faite de dire un coup, on décide d'aller dans un sens, ensuite on revient en arrière, puis finalement on revient encore en arrière. C'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver. Alors on va prendre les problèmes dans l'ordre. Oui, dans l'ordre, si on peut dire qu'il y a un ordre, parce que c'est compliqué. En effet, ce mouvement du 10 septembre, il est un peu protéiforme. D'ailleurs, il y a Emmanuel Bompard, LFiste, qui tente des explications de texte ce matin. Il dit en gros que c'est pas un mouvement d'extrême droite. Il appelle à y participer de manière allègrement. Clairement, on peut se retrouver avec un nouveau mouvement des Gilets jaunes. Alors, les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a pour l'instant 2-3 ingrédients qui manquent. Il n'y a pas un motif précis. Les Gilets jaunes, il y avait un motif précis, c'était la hausse annoncée d'un certain nombre de taxes sur le carburant à un moment donné où c'était considéré comme étant insupportable, et où d'ailleurs un certain nombre d'études d'impact avaient alerté le gouvernement pour dire n'y allez pas parce que c'est dangereux. Bon, ils y sont allés, on a vu la suite, et il y a eu quelques figures, malgré tout, qui n'étaient pas des figures ni politiques, ni syndicales, mais des voix qui ont réussi en effet à faire le buzz et à finalement entraîner le mouvement. Mais tout ça ne doit pas, en tout cas, nous dissimuler la vérité. La vérité, c'est qu'on est dans un pays qui est traversé par de colères très sourde et très profonde. C'est pas nouveau, ça s'exprime à travers à la fois des sondages d'opinion qui sont faits par l'IFOP ou par d'autres. Nous, avec Sinopia, on en a fait un en fin d'année dernière sur la façon dont les Français vivent le changement, et quand 84% disent nous, le changement, on le subit dans notre vie de tous les jours, c'est pas positif. Quand l'IFOP montre chaque année avec le sondage sur la confiance, pardon, c'est pas l'IFOP, c'est le CEVIPOF, ce sondage qui montre que à peu près 10 à 15% des Français font confiance à la politique, ça raconte aussi quelque chose, et on n'en tient pas compte. Ça, mais pourtant, il y a beaucoup de, si j'ose dire, de discipline, à part les éternels SNCF, contrôleurs aériens. Il y a finalement peu de mouvements sociaux.
en tout cas comparé à la colère que vous nous décrivez. Mais cette colère, elle est sourde. Après, il faut qu'elle puisse s'exprimer. Vous savez, toujours pareil. La colère, vous l'exprimez dans un sondage, vous l'exprimez dans un vote, ce qu'on voit, ou dans une abstention, ou dans un vote blanc, qui n'est pas encore pris en compte sérieusement. Mais après, se mettre en travers, il faut en avoir les moyens. Sortir de chez soi, décider de passer des jours, des semaines sur des ronds-points avec des barricades, c'est un choix qui est engageant, qui est coûteux. Il faut avoir un job qui vous le permet, il faut avoir une situation qui vous le permet. Et la crise des Gilets jaunes a posé de vrais problèmes économiques à beaucoup de gens qui sont mobilisés dans la durée. Est-ce que les gens sont prêts à recommencer ça ? C'est une vraie question. Mais en tout cas, c'est sûr que cette France des colères est peu prise en compte, mal prise en compte, et elle fait l'objet de récupérations politiques évidemment diverses et variées, pas forcément pour le meilleur de l'unité du pays, mais c'est vrai que les politiques sont passés très souvent à côté des sujets, ou alors il y a eu tellement de déceptions. Moi j'appelle ça les gueules de bois électorales. Vous êtes face à des politiques qui, à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, vous annoncent des lendemains qui vont être rieurs et chantants. Rappelez-vous tous les propos d'Emmanuel Macron, y compris sur le retour des jours heureux. Voyez dans quelle panade et dans quelle mouise on est aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui on nous dit on est quasiment en guerre, l'ennemi est à nos portes. C'est vrai que les gens, on leur dit... On ne compte pas les fois où Emmanuel Macron nous a dit qu'on était en guerre. Oui, mais entre les priorités, les grandes causes nationales et les déclarations de guerre contre le Covid, contre la Russie, etc., on est face à une espèce de cap qui est perdu. Et ça aussi, ça renforce la difficulté de nos concitoyens à avoir confiance dans le système. Alexandre Malfaï, vous restez avec nous et puis ça se bouscule au standard. Manifestement, c'est un sujet qui inspire bon nombre de nos auditeurs sur Europe. Europe 1, 11h, 13h, Stéphanie Demuru et vous. La rentrée sociale s'annonce explosive. Pour en parler, Stéphanie Demuru, vous êtes accompagnée par Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia, et par vous, bien sûr, chers auditeurs, au 01 80 20 39 21. Oui, Marion, absolument. Et sachez qu'à 12h15, on évoquera tout à l'heure cette polémique. Vous savez, Barbie, ce film qui a été censuré à Noisy-le-Sec. Finalement, il sera quand même diffusé. On vous dira pourquoi. Et puis, à 12h45, les amoureux, ça concerne évidemment presque tout le monde, des enfants aux personnes plus âgées, comment faire en sorte que l'amour dure toujours. On recevra, vous voyez déjà, vous réagissez. Ça me parle. Lucie Vincent, neurobiologiste, parce qu'apparemment ça se passe dans le cerveau tout ça. Mon cher Alexandre, vous allez l'air inspiré aussi, et puis n'hésitez pas, chers auditeurs, si vous voulez poser des questions à Lucie Vincent. Bon, un petit peu moins drôle, la rentrée sociale. On en parlait avec vous, Alexandre Malafaille, vous nous expliquiez toutes ces enquêtes d'opinion qui montraient qu'il y avait clairement une colère sourde en France. Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements sociaux, mais ça se trame. Il y a ce fameux blocon le 10 septembre. LFI et Jean-Luc Mélenchon souhaitent y participer et veulent rallier, capitaliser sur cette colère avec une rentrée potentiellement explosive. On en parlait il y a quelques instants. Alexandre. Oui, les ingrédients en tout cas d'un mois de septembre compliqué pour le gouvernement et compliqué donc pour la France par voie de conséquence, parce que ça annonce un certain nombre de jours de perturbations, vraisemblablement de grève. Enfin, on va pas annoncer ce que les syndicats vont proposer quand ils vont se réunir début septembre dans le cadre de leur intersyndicale. Mais oui, les conditions sont réunies pour que le mois de septembre soit chahuté. Ça risque de durer avec le mois d'octobre parce qu'il y a derrière la perspective d'un budget qui va être extrêmement compliqué à faire passer. Donc oui, clairement. Pourtant, François Bayrou s'y-a-t-elle à essayer de trouver des couloirs de passage. On en parlera. On est avec Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Stéphanie. Bonjour, vous nous appelez d'où ? De Lyon. De Lyon, belle région. Il fait beau en ce moment, je crois. Ça se passe plutôt pas mal. Il fait beau, la canicule s'est arrêtée, donc tout va très bien. Bon, vous la sentez comment, la rentrée à Lyon et ailleurs, vous ? Bon, à Lyon, ça fait un moment qu'il n'y a pas que la rentrée qui est compliquée. Oui. Avec l'équipe écologiste en place. Et ça, c'est un autre sujet. La rentrée, elle sera compliquée. Elle sera forcément compliquée parce que c'est compliqué depuis longtemps. Et ça l'est encore plus depuis les dernières élections législatives où on peut regarder, se raconter l'histoire comme on veut. Oui. Entre les deux tours, on a un peu tordu le bras aux électeurs pour que ça se passe pas comme c'était prévu. Et enfin, ce que l'on vit aujourd'hui, ce qu'on va vivre à la rentrée, malheureusement, c'est normal. On est dans un pays où plus rien ne peut se passer. Vous faites référence évidemment au premier tour remporté par le Rassemblement national, 11 millions de voix, et finalement qui n'a pas donné ce que de nombreux électeurs attendaient peut-être au deuxième tour. Oui, c'est ça que vous nous dites ? C'est ça, mais parce que il faut. C'est vrai qu'on a tendance à vite passer à autre chose et à oublier. Mais il faut pas oublier qu'à ce moment-là, on a quand même Gabriel Attal qui expliquait que c'est quand même mieux de voter pour un Raphaël Arnault que pour quelqu'un du Rassemblement national, qu'il était préférable de faire réélire une
Elisabeth Borne, etc., etc. Enfin voilà, aujourd'hui on paye tout ça. Donc oui, la rentrée est explosive parce que la France est plus que surendettée, parce que on n'arrête pas de payer, d'où tous ces mouvements, que ce soit Nicolas qui paye, les gueux et autres. Et c'est vrai que ce mouvement bloquons le 10 septembre, on aurait pu penser que tiens, ça vient vraiment, enfin ça vient du peuple et ça peut avoir une incidence comme l'a eu les Gilets jaunes. Oui. Et si Mélenchon fait du Mélenchon, aujourd'hui, eux, sincèrement, je pense qu'ils s'en foutent de ce mouvement et ils s'en foutent de ce que peuvent subir aujourd'hui les Français. La seule chose qu'ils ne veulent pas, c'est qu'un mouvement puisse prendre le leadership sur eux. Ben, voilà, eux qui jusqu'à maintenant ne passent leur temps qu'à expliquer pourquoi le Hamas est bien et à mettre une cible sur les compatriotes français de confession juive, là d'un coup ils vont se réveiller en disant voilà. Oui. Donc, c'est intéressant ce que vous nous dites. Restez avec nous Jean-Pierre, parce que je vais faire réagir notre expert sur le plateau, Alexandre Malafay. C'est vrai que c'est intéressant ce que nous dit Jean-Pierre. Aujourd'hui, la France insoumise capitalise sur une grande partie de la colère, en tout cas, essayent. Ils n'ont pas envie qu'on marche sur leur plate-bande à ce niveau-là. Donc, ils essayent de s'accaparer d'une certaine manière le mouvement. C'est ce que nous dit Jean-Pierre. C'est pour Jean-Luc Mélenchon et ses camarades. La fin justifie les moyens. Voilà, donc, tous les coups sont permis et tous les coups sont bons pour motiver les uns, galvaniser les autres, et tant pis si l'unité de la nation en prend à chaque fois un sérieux coup. C'est une façon de faire de la politique. C'est pas leur problème, j'ai l'impression, l'unité de la nation. Ah non, mais c'est clairement pas leur problème. C'est une approche qui est totalement clientéliste, cynique, qui exploite ce qu'il y a de plus vil, de plus bas chez un certain nombre d'entre nous, et qui n'hésite pas à faire de la politique politicienne avec vraiment des échéances qui sont maintenant très clairement définies dans la tête de Jean-Luc Mélenchon. C'est 2027. Donc on pourra en reparler si vous le souhaitez, mais c'est vrai que pour lui, 2027, c'est la cible. Ce sera son troisième et dernier tour et troisième dernière fois pour laquelle il pourra concourir à une échéance présidentielle. La prochaine fois, ça paraît compliqué, même si on peut toujours tout imaginer. Et là, pour le coup, je pense qu'il se met vraiment en ordre de bataille. Et oui, le 10 septembre va être une opportunité de plus. Après, moi, je le redis, le LFI qui se mêle à cette espèce de mouvement social qui n'est pas forcément coloré au sens extrême gauche du terme. Oui, ils disent c'est pas un mouvement d'extrême droite. Voilà. Ne nous oubliez pas. Exactement. Voilà. Non, mais je pense qu'ils peuvent agir aussi comme un repoussoir. Ça, c'est très clair. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Pierre? Ils peuvent aussi agir comme un repoussoir? Oui, je suis d'accord avec Alexandre. Je pense qu'ils ça va forcément être un repoussoir. Parce que peu importe qu'il y avait aujourd'hui derrière ce mouvement du 10 septembre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce mouvement qui est soutenu par LFI, qui est soutenu par le NPA, qui est quand même juste, je crois qu'il y a une plainte contre eux pour apologie du terrorisme en cours, qui est soutenu par les Antifa, par le mouvement, le soulèvement de la terre. Là, si c'est pas aussi pour essayer de faire en sorte que le mouvement des agriculteurs, soit un peu noyé dans tout ça, parce que tout ça, ça va les arranger. Et je me dis aujourd'hui, qui le 10 septembre va se dire, tiens, je vais aller à côté des LFI, des Antifa, des soulèvements de la terre, de ceux qui vont, de toute façon, n'ont rien à faire, mettront leur drapeau palestinien pour soutenir le Hamas. La majorité des Français concernés par les problèmes tous les jours, je les vois pas y aller. Mais encore une fois, comme l'a dit Alexandre, la fin justifie les moyens chez les filles. Ils n'en ont rien à faire que ce mouvement marche ou pas. Bien au contraire. Et en effet, même si derrière aujourd'hui, on dit que c'est peut-être des mouvements un peu de droite ou d'extrême droite, justement, c'est pour ça qu'ils veulent y aller. Je pense que ce sont les premiers à espérer que ce mouvement ne fonctionne pas. Alexandre Malafay? Je ne sais pas si c'est ça leur objectif. Je ne suis pas sûr qu'ils aient bien pris la mesure peut-être de l'ensemble des composantes qui soient en train de se coaliser. Voilà. Et je crois qu'effectivement, ce type de mouvements sociaux, populaires, ne sont pas des mouvements politiques. Et si à un moment donné, il y a trop de récupération politique par les uns ou par les autres, ça va en effet stériliser. Clairement, c'était né sur les réseaux sociaux par des citoyens. Mais c'est vrai, il a raison, Jean-Pierre, parce qu'il y a une colère, on l'a vu avec le mouvement des gueux, porté notamment par l'écrivain Alexandre Jardin. Il y a une vraie colère, il y a des citoyens qui souffrent, qui travaillent,
qui ont du mal à joindre les deux bouts, parce qu'il y a beaucoup de charges en France, effectivement, pour les gens qui travaillent. On tape un peu trop souvent sur le travail, et c'est souvent spolié, ce genre de mouvement, peut-être par cette minorité bruyante qui en profite, en effet, comme le dit Jean-Pierre, par sortir. On ne sait pas ce que ça a à voir avec le sujet, le drapeau pro-palestinien. Effectivement, c'est parfois un petit peu diffus. Tout se mélange, c'est-à-dire finalement, on a besoin à la fois de causes, de boucs émissaires. Le drapeau palestinien maintenant véhicule beaucoup d'autres idées que simplement l'idée de la Palestine qui est derrière. C'est finalement, comme avec le drapeau algérien, c'est une forme de contestation, de remise en cause du système, de critique. Voilà, et sachant que les gens se posent pas trop de questions quand vous faites des micro-trottoirs et vous posez la question aux gens, mais pourquoi vous portez ce drapeau, pourquoi, etc. L'argumentaire est en général assez court. Je ne sais pas si vous êtes passé place de la République, ça m'est arrivé hier, et je ne vous cache pas que j'ai été un petit peu choquée qu'on puisse laisser des drapeaux. Il y avait le drapeau algérien accolé au drapeau palestinien. Sur la place de la République à Paris, on peut se poser la question de qu'est-ce que ça fait là ? On pourrait poser la question à la mairie de l'arrondissement concerné, et vous auriez une réponse en disant oui, mais on peut pas, vous comprenez le droit d'expression, tout ça. Enfin, on est dans un pays où à un moment donné, la liberté des uns finit par empêcher complètement le système de tourner. Après, sur la colère profonde, moi je pense que notre classe politique est quand même extrêmement responsable de ce qui nous arrive. Ça fait quand même des dizaines d'années que les scrutins électoraux racontent quelque chose, disent quelque chose de très précis sur ce qui se passe et qui est en train de s'amplifier depuis, on va dire, le début des années 2000. Quand vous voyez aujourd'hui le résultat d'une élection, ne serait-ce que présidentielle, où certes les gens se mobilisent, mais vous avez en moyenne entre 50 et 60% des Français qui ne votent pas pour les partis qui gouvernent. Et les partis qui gouvernent, qui après sont en fait des partis qui sont minoritaires, même si le système leur a permis d'avoir une majorité. C'est ce que nous disait effectivement Jean-Pierre, ces législatives, ça aussi, ça crée de la colère, certainement. Mais parce que derrière, on a le sentiment, et les gens aussi le disent, moi, dans le sondage qu'on a fait l'année dernière avec Odoxa, c'est exactement ce que les gens nous disaient. Ils disaient, en fait, on n'a pas le sentiment d'être écouté. Mais c'est 85% des Français qui disent ça. Donc ça traverse toutes les couches politiques, toutes les classes sociologiques. Donc cette espèce de déconnexion apparente, et souvent réelle d'ailleurs, de la classe politique, qui est aux affaires et qui gouverne sans tenir compte de l'obligation quand même de faire du consentement, de fabriquer des transitions qui soient cohérentes. On pourrait parler de l'agriculture, sur les pas en arrière, les pas en avant. On envoie un message, on veut faire de la souveraineté agricole, et en même temps, on veut appliquer le principe de précaution. Donc on veut la sécurité, on veut la souveraineté. Et personne n'y comprend plus rien. Donc après qu'on fasse des choix et qu'on s'y tienne. Mais tout ça alimente en effet une espèce à la fois de perdition de sens. On ne sait plus où on est. Et comme en plus, en effet, la France qui travaille, et même la France qui est à la retraite, se voit à chaque fois être effectivement la cible du système, puisque comme il faut chercher de l'argent, on le prend un peu. Alors, les ultra-riches échappent souvent, alors c'est ce qu'on dit en tout cas en apparence, et qu'effectivement quand vous avez les moyens d'avoir des systèmes qui vous permettent d'optimiser, vous le faites, et c'est tout à fait légal, mais pour en effet minimiser l'impact de la fiscalité en particulier, et puis quand vous êtes dans la case de l'autre côté de l'échiquier à être très pauvre, le système va vous aider, mais on ne peut pas vous taxer davantage. Et la classe qui travaille et la classe qui jouit de sa retraite est une classe qui était en effet à chaque fois très taxée. On va remercier Jean-Pierre, on va marquer peut-être une petite pause, Julien Blanc, oui, on va prendre Eric dans quelques instants qui nous appelle aussi au standard. Eric, le temps juste de vous dire bonjour, vous êtes là ? Oui, bonjour Stéphanie. Bonjour, on marque une petite pause et on vous prend juste après. Et on parlera aussi avec plaisir. À tout de suite, Eric. Europe 1, Stéphanie Demuru et vous. Nous sommes en train de nous diriger vers une rentrée sociale explosive, et ça vous fait réagir, chers auditeurs, sur le standard d'Europe 1. On accueille Eric. Oui, Eric, qui nous joint de Rhône-Alpes, c'est ça ? Vous nous appelez de Rhône-Alpes ? Rhône-Alpes aussi, comme l'auditeur précédent. Bon, bien écoutez, c'est une région qui écoute Europe 1, on est ravis. Vous vouliez réagir, vous la sentez explosive, vous aussi, Eric, cette rentrée ? Explosive, pas vraiment, parce que vous savez qu'aujourd'hui, le peuple est dans une sorte de conformisme entretenu par tous ces gens-là. Et bien évidemment, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, bien entendu, a bien compris tout cela depuis bien longtemps. Il a opté pour une politique de rupture, et cette politique de rupture sous forme de clientélisme, il a bien compris tout ça. D'ailleurs, il donne des signaux au peuple en faisant élire, entre autres, Raphaël Arnaud, Louis Boyard, Sébastien Delogu, qui sont des gens qui sont issus de la population, qui n'ont pas le cursus de toute cette représentation politique depuis 40 ans. Moi, j'ai pas du tout dans cette idéologie-là. Je ne partage pas les idées de Jean-Luc Mélenchon, mais je dois reconnaître quand même que sa stratégie peut être payante. Et aujourd'hui, votre intervenant sur le plateau, alors
effectivement, Alexandre Malafaille qui est à côté de moi. Alexandre Malafaille, voilà, donc je l'écoute avec attention, mais effectivement, tous ces intervenants qui dressent un diagnostic, ils sont dans la lignée d'Éric Zemmour, où ils dressent un diagnostic depuis des années, mais ils ne donnent pas les solutions. En fait, le quatrième pouvoir, dont vous faites partie, entretient aussi ce conformisme auprès du peuple. Vous voulez dire les médias ? Oui, les médias, la presse, les médias, vous entretenez. On tâche sur Europe 1 de ne pas trop, justement, être toujours dans le conformisme, et on essaye aussi de donner une pluralité d'opinions. C'est ce qu'on nous reproche d'ailleurs parfois. Oui, et d'ailleurs, si j'interviens sur votre plateau, c'est une de ces raisons-là, effectivement, que le groupe, Jean-Luc Bolloré a bien compris. Vincent Bolloré a bien compris cela. D'ailleurs, je suis très étonné parce qu'il fait partie aussi de ces élites. Mais bon, c'est un chef d'entreprise qui est pragmatique, et j'ai suivi ces débats au niveau de la commission cet hiver. Et bon, voilà, on comprend très vite son idée. Donc, il a raison. Et aujourd'hui, pour répondre à ce que disait votre intervenant, effectivement, le peuple bouge un peu, les mouvements citoyens commencent un peu à s'animer, sauf que ces mouvements citoyens sont illico presto récupérés par une gauche qui s'empresse, bien évidemment. Moi, je pense qu'il ne se passera rien. Ce mouvement du 10 septembre n'apportera rien du tout, comme a apporté les Gilets jaunes. Ça ne fait qu'entretenir, si vous voulez, le fait que le peuple, vous savez, depuis Pierre Poujade, en 1950, on traite le peuple de populiste, et effectivement, dès qu'on bouge un petit peu, eh bien, on nous traite de populistes. Vous savez, ces méthodes staliniennes, elles fonctionnent encore. Moi, j'ai peu d'espoir. J'ai un espoir peut-être d'une figure importante issue du peuple, issue de l'entrepreneuriat, issue de l'entreprise, qui a réussi dans sa vie professionnelle, qui pourrait apporter sous forme de leader et qui serait en rupture totale avec la politique des partis. Ça peut être une des solutions, mais sauf qu'aujourd'hui, vous avez parmi notre population une division qui est entretenue par cette extrême gauche, et cette division, elle est en leur avantage. J'ai bien peur qu'en 2026, ce que je ne souhaite pas, aux prochaines élections, eh bien, on voit à la place remplacement des écologistes le parti LFI qui sera Mais le problème il est là, quoi, en fait. Vous avez une population. Alors l'erreur de la droite, c'est depuis des années de ne pas avoir parlé à cette population. Marine Le Pen, elle a parlé à cette population depuis peu, mais tous ces autres partis de droite, depuis des années, ils méprisent le peuple, entretiennent le conformisme. On peut faire le même reproche à la gauche républicaine, mon cher Éric, d'ailleurs, on assiste beaucoup aussi à la montée du Rassemblement national. C'est souvent le reproche qui est fait à la gauche, d'avoir abandonné le peuple. Alexandre Malafaille voulait vous répondre, parce qu'il y a eu plusieurs idées. J'ai essayé de suivre votre pensée, mais Alexandre Malafaille, vous vouliez répondre à Éric. Non, mais pour la gauche et pour Jean-Luc Mélenchon, la situation est très claire. Il est persuadé d'être le seul capable de se qualifier au deuxième tour. Donc ça, il va tout faire pour. Et il ne va pas changer de stratégie. Pour ce que vous disiez, vous avez raison, il y a un problème de savoir ce que c'est du conformisme. En tout cas, il y a une forme de déconnexion, et très souvent, en effet, beaucoup de gens en proposent, mais rien ne se met en œuvre. Le vrai problème depuis sans doute 20 ans, ou 30 ans, 40 ans, c'est une crise de résultats. C'est-à-dire que la politique ne délivre pas suffisamment, et c'est aussi ce qui a expliqué l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il est arrivé en 2017 avec un vrai discours d'explication pour dire voilà pourquoi ça ne marche pas, et moi je vais le faire. Donc vous parliez effectivement d'identifier un espèce de leader. Moi, je crois plus à ça. Moi, je crois pas que ce sera parce que nous aurons un leader tout d'un coup qui sortira de la société civile qui va arriver à régler tous les problèmes. Les problèmes sont beaucoup plus compliqués. On est face à une difficulté aujourd'hui qui est que il faut non seulement avoir un leader, mais sans doute une équipe autour de lui et qui a avec un vrai projet et surtout une méthode. Ce qui ne marche pas aujourd'hui, c'est la façon de fabriquer des décisions. Vous avez aujourd'hui une Assemblée nationale qui est déconnectée de la représentation réelle nationale. Vous avez des partis aux affaires, des gouvernements aux affaires qui gouvernent sans être capables de fabriquer ce qu'on appelle le consentement, sans être capable de piloter de manière cohérente les transitions, sans avoir fixé des objectifs clairs et de les tenir. Aujourd'hui, on parle de souveraineté dans plein de domaines, industriel, économique, agricole, militaire, etc. Mais quand vous regardez dans les faits ce qui se passe, c'est plutôt souvent l'attentisme ou le contraire qu'on met en œuvre. Donc tout ça ne fonctionne pas. Donc c'est une approche de la rénovation politique qui est beaucoup plus ambitieuse qu'il faudra porter, et c'est pas simplement qu'une question de leader. Et c'est donc comme on n'a pas cette approche et que les gens ne voient pas les résultats arriver, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se laissent emporter par des courants politiques qui sont ceux de LFI, qui promettent effectivement de tout casser et pour le coup d'aller jusqu'à la refonte des institutions. Merci Éric en tout cas d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1.